La paix intérieure ne se perd pas d'un coup, elle s'érode en silence. Elle se glisse entre les conversations qui vous vident, les soucis que vous répétez, les personnes qui absorbent votre énergie et les pensées qui ne se taisent pas, même la nuit. Il arrive un moment où ce n'est plus le monde qui vous épuise, mais ce que vous autorisez en vous. Vivre en paix ne signifie pas s'isoler, mais apprendre à fermer les bonnes portes. Chaque jour, nous portons plus que ce qui nous appartient. Nous disons oui quand nous voulons dire non. Nous supportons ce qui nous blesse pour ne pas déranger et nous laissons les petites habitudes devenir des chaînes invisibles. Nous ne le remarquons pas parce que l'épuisement mental ne crie pas. Il se manifeste par l'impatience, la fatigue sans raison et le sentiment constant que quelque chose manque, même si tout semble bien. Cette vidéo est un nettoyage en profondeur de l'âme. Il ne s'agit pas de chercher davantage, mais de lâcher ce qui est superflu. Comprendre que beaucoup des causes de malaise ne se montrent pas ouvertement. Elles se cachent dans le quotidien, dans les comparaisons, dans les justifications, dans la procrastination éternelle de ce que nous savons que nous devons faire. Récupérer la paix est un acte de discipline. Ce n'est pas une retraite spirituelle, ni une promesse vide. C'est avoir le courage d'éliminer avec silence et fermeté tout ce qui vole votre énergie. Parce que tant que vous continuerez à porter ce dont vous n'avez pas besoin, vous ne progresserez jamais légèrement. Et ce voyage, plus qu'à vous apprendre à trouver la paix, vous montrera comment la maintenir même au milieu du bruit. 1. Éloigne-toi de ce qui épuise ton énergie. Il y a des lieux qui éteignent la lumière intérieure, tout comme une pièce sans fenêtre. Tu y entres avec clarté, mais au fur et à mesure que les minutes passent, tout devient opaque, lourd, et sans t'en rendre compte, tu commences à perdre de la force. Il en va de même avec certaines personnes, habitudes ou environnements. Ils ne te volent pas ton énergie d'un coup, ils la drainent lentement, jusqu'à ce qu'un jour, tu te réveilles fatigué sans raison, confus face à un vide que tu ne comprends pas. Et il ne s'agit pas seulement de fatigue physique, mais d'une perte émotionnelle profonde, d'une déconnexion avec ton centre, avec ton calme, avec ton but. T'éloigner de ce qui t'épuise n'est pas de l'égoïsme, c'est une forme de respect envers toi-même. La plupart des gens restent là où il n'y a plus de croissance, par peur du jugement, par habitude, ou par la fausse idée que renoncer équivaut à échouer. Mais la vérité est que rester dans un lieu qui consomme ta paix est ce qui te défait vraiment. Parfois, se retirer ne signifie pas fuir, mais préserver ton équilibre. Tu n'as pas à expliquer à quiconque pourquoi tu es parti. Chaque fois que tu permets à quelqu'un, à une situation ou même à une pensée négative d'occuper ton esprit, tu cèdes une partie de ton énergie vitale. C'est comme ouvrir une fissure par laquelle s'échappe ton pouvoir interne. Les stoïciens le comprenaient, ce qui perturbe n'est pas ce qui se passe, mais l'importance que tu lui accordes. Si chaque jour tu concentres ton attention sur ce qui t'épuise, la vie t'échappe entre l'inquiétude et l'irritation. Mais quand tu choisis de te retirer avec sagesse, non pas par colère mais par conscience, tout change. La distance te rend la perspective. Commence par observer ce qui te laisse vide. Peut-être sont-ce des conversations qui tournent toujours autour de la même chose, des personnes qui n'apparaissent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, ou des lieux où ton esprit se sent obligé de faire semblant. Apprends à remarquer comment tu te sens après avoir été dans certains espaces ou avec certaines personnes. Si tu finis plus fatigué qu'à ton arrivée, c'est le signe. Tu n'as pas besoin de l'analyser autant, il suffit de faire un pas en arrière. Le corps et l'esprit savent quand quelque chose ne vibre pas avec toi. Le problème est que nous cessons de les écouter par peur de perdre. Mais tu ne perds rien de précieux en t'éloignant du bruit, tu récupères de l'énergie pour créer, penser et vivre avec plus de clarté. Éloigne-toi sans drame, sans explication, sans ressentiment. Fais-le avec la sérénité de celui qui se choisit lui-même. Les personnes qui t'apprécient vraiment comprendront ton silence. Celles qui ne le font pas ne comprendraient jamais tes raisons. Souviens-toi que tu ne peux pas guérir dans le même environnement qui te rend malade, ni avancer lorsque ce qui t'entoure te lie au passé. Et lorsque tu commences à t'éloigner, tu remarqueras quelque chose de curieux. Tout ce qui semblait indispensable cesse d'avoir du poids.
Ta respiration devient plus profonde, tes pensées plus claires et ta présence plus forte. Chaque acte de distanciation est une déclaration de pouvoir. Tu n'as pas besoin que le monde approuve tes décisions. La véritable force consiste à reconnaître quand quelque chose t'épuise et à avoir le courage de partir sans regarder en arrière. Car ce n'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence émotionnelle. Protéger ton énergie est le premier pas vers une vie en paix. Une vie où tout ne mérite pas ta réaction ni ton attention. Et lorsque tu apprends à choisir le calme plutôt que la mauvaise compagnie, le silence plutôt que la dispute et la solitude plutôt que la confusion, tu te rends compte de quelque chose. Ce n'était pas le monde qui te fatiguait, c'était les connexions que tu ne savais pas lâcher. À partir de ce moment, ton énergie redevient tienne. Et la paix que tu avais perdue commence à se reconstruire, non pas avec du bruit, mais avec le silence de celui qui a finalement compris que s'éloigner est aussi une forme d'amour, mais cette fois, de l'amour pour toi-même. 2. Agis aujourd'hui, pas un jour. Le un jour est un voleur silencieux. Il te promet la tranquillité, te murmure que tu auras du temps, que demain sera différent, mais pendant que tu attends ce moment idéal, la vie s'échappe goutte à goutte. C'est le mirage le plus dangereux, car il te fait croire que tu avances, alors qu'en réalité tu es immobile. Vivre en attendant le moment parfait pour agir, c'est comme regarder un feu s'éteindre tout en tenant l'eau dans tes mains, en croyant que le temps ne le consumera pas. Il n'y a pas de poids plus lourd que celui de tout ce que tu aurais pu faire et que tu n'as pas fait en attendant l'occasion correcte. Chaque jour reporté devient une dette envers toi-même. Tu dis que tu as besoin de motivation, alors qu'en réalité, ce qui manque, c'est la décision. Parce que le moment parfait n'existe pas. Il n'a jamais existé. Le monde ne s'arrêtera pas pour que tu sois prêt. Les stoïciens disaient que l'action est le remède à la peur, et ils avaient raison. Lorsque tu agis, même par petits pas, la peur se dissipe, les doutes s'éclaircissent, et l'énergie recommence à circuler. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour commencer, juste la volonté d'arrêter de reporter ta vie. Pense à combien de fois tu as répété « quand j'aurai le temps »,« quand je me sentirai prêt »,« quand les choses changeront ». Mais ce quand n'arrive pas parce qu'il est construit sur l'illusion du contrôle. Tu crois que tu as besoin que tout soit aligné pour avancer, alors qu'en réalité l'ordre arrive après avoir fait le premier pas. Le mouvement génère de la clarté, pas l'inverse. Chaque action, aussi minime soit-elle, te sort de l'inertie et te rapproche de la maîtrise de toi-même. La discipline ne se construit pas avec des intentions mais avec des actes, et ces actes n'existent que dans le présent. Commence aujourd'hui, même si tu ne te sens pas prêt. Si tu attends de te sentir prêt, tu attendras toute ta vie. Agir ne signifie pas avoir confiance, cela signifie avoir du courage. Et le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de bouger malgré elle. Lorsque tu fais ce que tu sais que tu dois faire, la peur perd de son pouvoir, le bruit mental s'éteint et la clarté apparaît. Parce qu'il n'y a pas de pensée plus libératrice que de remplir ton devoir, même si personne ne l'applaudit. Le saint jour vole plus de rêves que l'échec. Combien d'idées sont restées dans des cahiers? Combien de projets sont morts dans des conversations? Combien de fois as-tu dit que tu commencerais demain et des années ont déjà passé? L'action est la seule chose qui transforme la pensée en réalité. Peu importe si tu trébuches, ce qui compte, c'est que tu avances. La vie ne récompense pas les bonnes intentions, elle récompense la constance. Si tu échoues, tu apprends. Si tu doutes, tu ajustes. Mais si tu attends, tu stagnes. Commence par ce que tu as, avec ce que tu es, là où tu es. Tu n'as pas besoin de conditions idéales, juste de l'engagement. Chaque jour où tu te lèves et fais ce que tu as dit que tu ferais, même si tu n'en as pas envie, tu renforces ton caractère. Et ce caractère est celui qui te mènera à construire une vie avec un but. Les stoïciens parlaient de la valeur de l'action vertueuse, parce qu'ils comprenaient que la sagesse sans pratique n'est que théorie vide. Rappelle-toi ceci, demain n'est pas promis, et le temps que tu crois avoir n'est qu'une illusion agréable. Personne ne sait combien d'opportunités lui restent, et les gaspiller en attendant le confort est une forme d'auto-tromperie. Le moment d'agir est maintenant. Même si le chemin n'est pas clair, même si le résultat n'est pas sûr,
Parce que pendant que les autres attendent encore le « un jour », tu seras en train de créer le tien. Et c'est le secret de ceux qui atteignent la paix intérieure. Ils n'attendent pas que tout change pour bouger. Ils bougent pour que tout change. 3. Ne te justifie pas, sois clair. Il y a des gens qui traversent la vie comme s'ils portaient un mégaphone invisible, essayant d'expliquer chaque pas, chaque choix, chaque silence. Ils le font par peur d'être mal interprétés, de décevoir ou de mal paraître aux yeux des autres. Mais dans ce besoin constant de te justifier se cache un piège. Tu cèdes ton pouvoir. Quand tu expliques trop, tu donnes aux autres l'autorité de juger ton chemin, comme si tu avais besoin de leur permission pour être qui tu es. Et rien ne vole plus la paix que de vivre en cherchant l'approbation dans chaque mot. De justifier constamment est une manière élégante de t'excuser d'exister. Tu t'habitues à adoucir tes décisions pour que les autres ne se sentent pas mal à l'aise, à cacher ce que tu penses par peur de ne pas correspondre, à diminuer ton authenticité pour ne pas être pointé du doigt. Mais la clarté n'a pas besoin d'ornement. Être clair ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie parler fermement à partir de la vérité intérieure. Les stoïciens le savaient bien. Le sage ne se défend pas, il agit simplement selon ses principes. Celui qui se connaît n'explique pas, il démontre. Chaque fois que tu essaies de te justifier, tu dis sans mots que tes décisions ont besoin de validation. Mais la maturité arrive quand tu comprends que tu n'as pas à convaincre personne. Tes raisons ne sont pas une monnaie d'échange. Tu ne dois pas d'explication à ceux qui ne participent pas à ton effort, ni d'excuses à ceux qui ne comprennent pas ton but. Parfois, le silence est la réponse la plus puissante, car celui qui cherche à te manipuler avec de la culpabilité ne supporte pas le silence. Il a besoin de ta justification pour continuer à drainer ton énergie. Être clair nécessite du courage. Il faut savoir dire non sans fioriture, oui sans peur et assez sans culpabilité. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi, et c'est bien. Tout le monde ne comprendra pas tes limites, et c'est bien aussi. Tu ne peux pas contrôler l'interprétation des autres, seulement l'intention avec laquelle tu parles. Et quand tes mots viennent du calme, tu ne réagis plus, tu réponds. La différence est énorme. Réagir est agir à partir de l'émotion, répondre et le faire à partir de la conscience. Apprends à lâcher le besoin d'être compris. Celui qui te connaît vraiment n'a pas besoin d'explications. Et celui qui veut discuter de ta vérité ne les acceptera pas même si tu les donnes. Sois clair avec toi-même d'abord. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pour prouver quelque chose ou parce que tu y crois vraiment? La clarté intérieure se reflète toujours dans la façon dont tu t'exprimes. Quand ton but est ferme, tes mots coulent naturellement, sans effort. Vivre en te justifiant te maintient coincé dans l'insécurité. Mais quand tu choisis la clarté, tu te libères. La clarté ne cherche pas à convaincre, elle cherche à vivre en cohérence. Sénèque disait que celui qui suit son propre chemin n'a pas besoin de regarder en arrière pour vérifier si les autres l'approuvent. C'est ce que signifie avoir une direction. Il ne s'agit pas d'être inflexible, mais d'avoir le courage de soutenir ta vérité, même quand elle n'est pas populaire. Pratique-le au quotidien. Quand quelqu'un remet en question tes limites, n'explique pas trop, réaffirme-les simplement. Quand quelqu'un doute de tes décisions, ne te fatigue pas à défendre ta vision. Si ta conscience est tranquille, cela suffit. La vie est trop courte pour la passer à justifier chaque pas. Utilise cette énergie pour avancer, pas pour convaincre. Avec le temps, tu découvriras quelque chose de puissant. Plus tu es clair, moins tu as besoin de parler. Les actions cohérentes éliminent le besoin d'explication. Les gens respectent plus celui qui agit en silence que celui qui se justifie avec des mots. Parce que la vraie force ne se démontre pas en parlant. Elle se démontre en gardant son calme quand les autres attendent une réaction. 4. Arrête de te comparer. Te comparer aux autres, c'est comme regarder ton reflet dans un miroir brisé. Ce que tu vois n'est pas la vérité, c'est une distorsion créée par l'esprit. Chaque fois que tu le fais, tu te fragmentes un peu plus. Tu commences à mesurer ta valeur avec des règles qui ne sont pas les tiennes, à te sentir insuffisant parce que tu n'as pas ce que l'autre a ou parce que tu n'es pas où l'autre est. Mais la comparaison ne naît pas de l'admiration, mais du vide.
Et tant que ce vide n'est pas comblé par un but, il y aura toujours quelqu'un de plus rapide, de plus attirant, de plus réussi ou de plus heureux avec qui rivaliser, même si cette compétition n'existe que dans ton esprit. Le problème n'est pas de regarder les autres, c'est d'oublier qui tu es quand tu le fais. Nous vivons à une époque où tout le monde montre le meilleur de sa vie et cache ce qui fait mal. On te bombarde d'images de succès, de corps parfaits et de réalisations constantes, et si tu n'as pas un esprit fort, tu tombes dans le piège de croire que tu es en retard. Mais personne ne publie ses batailles internes. Personne ne montre les nuits de doute ou les peurs qu'il porte. La comparaison te rend aveugle à cette vérité. Tu ne te rends pas compte que tu compares peut-être ton chapitre 1 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Arrêter de te comparer ne signifie pas te contenter. Cela signifie respecter ton processus. Chaque personne a un rythme différent et un chemin différent. Ce qui pour l'un est un triomphe, pour l'autre peut être à peine le début. Les stoïciens parlaient du contrôle interne, de se concentrer uniquement sur ce qui dépend de toi. Et rien ne dépend moins de toi que la vie des autres. Tant que tu continues à regarder vers l'extérieur, tu ne verras pas ce que tu peux construire à l'intérieur. L'esprit perd de sa force lorsqu'il se disperse dans la vie des autres. Commence à observer sans envie, sans désir, sans jugement. Si tu vois quelqu'un accomplir ce que tu désires, inspire-toi, ne te punis pas. Admire sans te comparer, apprends sans te sentir inférieur. Chaque réussite des autres peut te servir de guide, pas de blessure. Lorsque tu transformes la comparaison en inspiration, tu cesses de perdre de l'énergie et tu commences à gagner en concentration. Mais lorsque tu permets à la comparaison de se transformer en frustration, tu te voles la possibilité d'avancer. La comparaison peut aussi se déguiser en exigence. Tu veux être meilleur, mais tu le fais à partir du manque, pas de l'évolution. Cette pression constante pour surpasser tout le monde n'est pas de l'ambition, c'est la peur de ne pas être suffisant. Et la peur, lorsqu'elle dirige tes décisions, te mène à des endroits qui ne te représentent pas. Tu agis pour prouver, pas par conviction. Libère-toi de cette chaîne. Tu n'es pas venu pour être une copie améliorée de quelqu'un d'autre. Tu es venu pour développer ta propre essence, pour polir tes vertus et accepter tes imperfections. La vraie croissance n'est pas d'être plus que les autres, c'est d'être plus que ta version précédente. Compétitionne seulement avec toi-même. Demande-toi si aujourd'hui tu es plus sage, plus discipliné, plus serein qu'hier. C'est la seule comparaison qui a du sens. Quand tu arrêtes de regarder sur les côtés, tu commences à regarder en avant. La clarté revient. Il n'y a plus d'anxiété à atteindre ce que l'autre a, parce que tu comprends que ton moment arrive quand tu es prêt, pas quand tu le désires. Et chaque pas, aussi petit soit-il, a de la valeur s'il te rapproche de ta vérité. Arrêter de te comparer est une révolution silencieuse. Elle te sort du bruit, te rend le contrôle et t'apprend que la paix intérieure n'est pas obtenue en accumulant des réalisations, mais en cessant de mesurer ta valeur avec des normes étrangères. Ce qui est pour toi arrivera et ce qui ne l'est pas n'avait simplement pas ton nom. À ce moment-là, tu comprendras que personne n'est ta compétition, que chaque âme a sa propre horloge et que tu n'es pas en retard. Tu es exactement où tu as besoin d'être pour apprendre ce qui te revient. 5. Transforme la douleur en action. La douleur est comme le feu, elle peut te consumer ou te forger. Dans sa forme la plus destructrice, elle te paralyse, t'enferme dans des pensées répétitives, te fait revivre ce qui est déjà passé. Mais quand tu apprends à la maîtriser, ce même feu devient force, élan, mouvement. Le problème n'est pas la douleur, mais ce que tu en fais. Beaucoup l'utilisent comme excuse pour abandonner, d'autres comme raison de se transformer. Et c'est là la différence entre celui qui reste coincé dans la blessure et celui qui la transforme en pouvoir. La souffrance ne vient pas toujours avec du bruit. Parfois elle se déguise en fatigue, en frustration ou en ce silence qui pèse. Tu l'ignores, tu l'enterres, mais elle reste là, exigeant son prix petit à petit. Tu ne peux pas éliminer la douleur, mais tu peux décider qu'elle ne t'arrête pas. Les stoïciens le comprenaient bien. Tu n'as pas de contrôle sur ce qui t'arrive, mais tu as le contrôle sur ta réponse. Et répondre par l'action est la forme la plus élevée d'intelligence émotionnelle.
Transforme chaque coup en une leçon pratique. Si on t'a fait défaut, apprends à être plus sage, pas plus froid. Si on t'a rejeté, redirige cette énergie vers ta croissance. Si tu as perdu quelque chose, utilise ce vide pour créer quelque chose de nouveau. Rien de ce qui fait mal n'est perdu si tu l'utilises comme carburant. Quand tu transformes la douleur en action, tu cesses d'être une victime des circonstances et tu deviens l'architecte de ta reconstruction. Il ne s'agit pas de prétendre que ça ne fait pas mal, mais de refuser de rester coincé à ce point. La douleur qui n'est pas utilisée stagne. Elle devient rancune, démotivation, apathie. Et tant que tu continues à te lamenter sur ce qui a été, tu t'éloignes de ce qui pourrait être. Chaque jour où tu répètes l'histoire de la blessure, tu la revivifies. Mais le jour où tu décides d'agir, l'histoire change. Tu n'as pas besoin de te sentir fort pour le faire, juste déterminé. L'action n'élimine pas la douleur immédiatement, mais la canalise vers quelque chose qui en vaut la peine. Prends ce qui t'a fait mal et transforme-le en discipline. Laisse le souvenir te pousser, pas te retenir. Utilise ce malaise pour créer de l'ordre, un but, de la clarté. Beaucoup de grands changements naissent de la souffrance, pas du confort. C'est dans les moments où tout semble se briser que le caractère se construit. L'adversité ne te définit pas, elle te révèle. Et si tu choisis de bouger au milieu de tout cela, tu te renforces. Chaque fois que tu transformes la douleur en action, tu récupères du pouvoir. Tu envoies un message à la vie. Tu ne vas pas abandonner. Ne t'attends pas à ce que ce soit facile, parce que ce ne le sera pas. Mais à chaque pas que tu fais, la douleur perd de son autorité. Il arrive un moment où elle ne te domine plus, elle te rappelle simplement d'où tu viens. Et alors tu la remercies, non pas pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle t'a permis de réaliser. Transforme la douleur en action, car souffrir sans but est perdre deux fois. Une fois pour ce qui s'est passé et une autre pour ce que tu n'as pas fait avec ça. Fais en sorte que chaque cicatrice ait un sens, que chaque chute serve à t'élever plus haut. Ne fuis pas le feu, apprends à le diriger. Car celui qui apprend à transformer sa douleur ne craint plus le passé, ni le rejet, ni la perte. Il sait que tout peut faire mal, mais rien ne peut l'arrêter. Et cela, sans aucun doute, est la forme la plus pure de liberté. 6. Choisis le silence plutôt que la dispute. Le silence est comme un mur invisible qui protège l'esprit de l'usure. On ne le voit pas, mais quand on l'élève, on se rend compte qu'à l'intérieur, il y a de la place pour penser, pour respirer, pour rester calme. En revanche, discuter avec quelqu'un qui ne cherche pas à te comprendre, c'est comme jeter de l'eau sur un feu de vent. Tu ne fais qu'alimenter les flammes et te consumer. La plupart des gens ne discutent pas pour comprendre, ils discutent pour gagner. Et quand tu entres dans ce jeu, tu perds de l'énergie, de la clarté et du temps que tu pourrais utiliser pour construire quelque chose qui compte vraiment. Tout ne mérite pas une réponse. Chaque provocation n'a pas besoin d'être adressée. Il y a des batailles qui n'existent que pour te tirer au niveau de l'autre. Et à ce niveau, personne ne gagne. Les stoïciens enseignaient que maîtriser la langue, c'est maîtriser l'âme, car celui qui ne sait pas se taire quand il le faut, devient l'esclave de son ego. Le silence n'est pas soumission, c'est stratégie. C'est choisir de ne pas s'épuiser là où ta voix ne changera rien. Le problème, c'est que l'ego veut avoir le dernier mot. Il veut prouver qu'il a raison, qu'il n'est pas faible, qu'il en sait plus. Mais l'ego est le premier ennemi de la paix intérieure. Chaque fois que tu réponds impulsivement, tu le nourris. Et plus tu le nourris, plus la sérénité s'éloigne. La personne forte n'est pas celle qui crie le plus fort, mais celle qui sait rester ferme sans perdre son calme. Choisis le silence non pas par lâcheté, mais par intelligence. Se taire n'est pas toujours se rendre, c'est souvent protéger ton énergie. Apprends à observer les disputes de l'extérieur, comme si elles ne t'appartenaient pas. Tu verras que la plupart d'entre elles ne cherchent pas des solutions, seulement de l'attention. Combien de fois as-tu terminé une dispute en te sentant vide, épuisé ou en colère pour quelque chose que tu ne te souviens même plus? Ce n'est pas une victoire, c'est de l'usure. Pratique l'art de répondre avec sérénité. Si quelqu'un te provoque, respire. Si quelqu'un t'offense, observe. Si quelqu'un te comprend mal, ne te défends pas avec colère. Ta paix vaut plus que toute tentative de convaincre quelqu'un qui ne veut pas écouter. Et rappelle-toi que le silence ne s'applique pas seulement aux mots,
mais aussi à l'esprit. Ne te dispute pas mentalement avec ce qui est déjà passé. Ne répète pas dans ta tête des conversations qui n'existent plus. Ce type de dispute interne vole aussi de l'énergie. Le silence enseigne aussi. Quand tu ne réponds pas à la provocation, l'autre est confronté à son propre bruit. Quand tu ne réagis pas, tu forces l'environnement à se montrer tel qu'il est. Le silence expose plus que 1000 arguments. En lui se révèlent la maturité, la force et la sagesse. Et peu à peu, tu découvres que le véritable pouvoir n'est pas de te faire entendre, mais de rester calme alors que tout autour de toi crie. Chaque fois que tu choisis le silence, tu renforces ton esprit. C'est une pratique, une discipline. Cela ne signifie pas permettre des abus ou tolérer des injustices. Cela signifie choisir quand il vaut la peine de parler et quand il ne le faut pas. Cela signifie utiliser les mots comme des outils, pas comme des armes. Cela signifie comprendre que la paix intérieure se protège plus avec le contrôle qu'avec le bruit. Le silence ne s'apprend pas dans la tranquillité, il s'apprend au milieu du chaos. C'est là que tu découvres si tu as vraiment le contrôle sur toi. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de les diriger. Le silence te donne le temps que la colère te prend. Et dans cet espace, ton esprit peut voir clairement ce qu'il ne voyait auparavant qu'avec impulsion. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de t'entraîner dans une dispute, souviens-toi de ceci. Le silence est ton bouclier. Non pas par faiblesse, mais par sagesse. Parce que pendant que les autres s'épuisent à essayer d'avoir raison, tu conserves ton pouvoir. Et celui qui conserve son pouvoir conserve aussi sa paix. 7. Garde ton espace en ordre. Ton environnement est le reflet de ton esprit. Le désordre n'est pas seulement visible, il se ressent. Entre dans une pièce pleine de choses hors de leur place, et tu remarqueras comment quelque chose en toi se perturbe, comme si ton esprit se désorganisait également. Le chaos extérieur finit par être une extension du chaos intérieur. Ce n'est pas une coïncidence si, lorsque tu traverses une période de confusion ou de stress, ton espace commence également à se désorganiser. Ce que tu vis à l'intérieur se manifeste à l'extérieur, et ce que tu maintiens à l'extérieur influence directement ce que tu ressens à l'intérieur. Garder ton espace en ordre ne concerne pas seulement l'esthétique, il s'agit d'énergie. Chaque objet que tu conserves, chaque coin négligé, chaque chose que tu gardes, au cas où, porte un poids émotionnel. Tout ce que tu n'utilises pas occupe la place de ce qui pourrait réellement t'inspirer. Ce n'est pas seulement une accumulation physique, c'est une accumulation mentale. Plus ton environnement est encombré, plus ton esprit est bruyant. Ce n'est pas une habitude insignifiante, c'est une pratique spirituelle. Organiser ton espace, c'est dire à ton esprit, ici c'est moi qui commande. C'est prendre le contrôle de ce qui t'entoure, même si le reste du monde semble désordonné. Les stoïciens enseignaient que la vertu se construit à travers de petites actions quotidiennes. Et l'ordre est l'une de ces actions qui semblent insignifiantes, mais qui soutiennent toute ta stabilité intérieure. Commence par observer ce qui t'entoure. Ton espace te calme-t-il ou te fatigue-t-il? T'inspire-t-il ou t'accable-t-il? Chaque coin négligé, chaque accumulation inutile représente quelque chose que tu as remis à plus tard, quelque chose que tu évites, quelque chose que tu as besoin de lâcher. Quand tu nettoies, tu ne fais pas que dépoussiérer, tu libères de l'énergie stagnante. Et dans ce processus, tu nettoies aussi des pensées, des émotions et des charges invisibles que tu avais normalisées. L'ordre physique peut être le premier pas vers la paix mentale. Fais-le simplement, mais fais-le avec intention. Tu n'as pas besoin d'un espace parfait, juste d'un espace qui respire avec toi. Commence par ton bureau, ta chambre, ton téléphone, tes conversations. Ranger signifie aussi filtrer ce que tu consommes, les personnes avec qui tu parles, le contenu que tu laisses entrer dans ton esprit. Parce que le désordre ne vit pas seulement dans les objets, mais aussi dans les liens et les pensées que tu répètes sans sens. Chaque fois que tu ranges quelque chose, tu récupères du pouvoir. L'ordre extérieur te rappelle que tu es capable de créer une structure au milieu du chaos. Peu importe si tout le reste semble incertain, si ton espace est clair, ton esprit a un point d'équilibre. Et cet équilibre te donne une direction. Quand la vie devient accablante, l'ordre est une forme de résistance. C'est dire au désordre,
je ne vais pas te laisser me consumer. Tu apprendras aussi quelque chose de plus profond. En mettant chaque chose à sa place, tu te rends compte que la même chose doit être faite avec les émotions. Il ne s'agit pas de les réprimer, mais de leur donner un espace approprié. Savoir ce qu'il faut garder, ce qu'il faut lâcher, ce qu'il faut guérir. Tout comme tu nettoies une pièce, tu peux nettoyer ton intérieur. L'ordre n'est pas rigidité, c'est harmonie. Fais de l'ordre une pratique quotidienne, pas une réaction occasionnelle. Consacre du temps à garder ton environnement aligné avec la vie que tu veux construire. Parce que si tu vis entouré de désordre, tôt ou tard ton esprit commencera à penser de la même manière, de manière dispersée, sans direction, sans calme. Mais si ton environnement respire la paix, ton intérieur le fera aussi. Garde ton espace en ordre, non par obsession, mais par amour de soi. Tu n'as pas besoin d'un palais, juste d'un endroit où ton esprit peut se reposer sans distraction. Quand tout sera à sa place, tu te rendras compte que ce qui semblait chaotique à l'extérieur n'était que le reflet de ce que tu avais besoin d'organiser à l'intérieur. Et ce moment de clarté sera le début d'une paix plus profonde. 8. Dis non avec calme et fermeté. Dire non est un art que peu de gens maîtrisent. C'est comme fermer une porte en pleine tempête. Cela semble être un petit acte, mais il peut vous sauver du chaos qui tente de pénétrer. Cependant, la plupart des gens ont peur de le faire. On nous a appris que dire non, c'est être égoïste, grossier ou inconsidéré. Ainsi, nous avons appris à accepter des engagements que nous ne voulons pas, des conversations qui nous épuisent et des relations qui ne nous apportent plus rien. Mais chaque fois que vous dites oui en voulant dire non, vous trahissez votre paix intérieure. Vous vous divisez, vous vous épuisez, vous vous perdez un peu plus. Le non n'est pas une barrière, c'est un filtre. C'est ce qui protège votre temps, votre énergie et votre esprit de l'inutile. Il ne s'agit pas d'être dur, mais d'être conscient. Les stoïciens comprenaient que la vertu consiste aussi à savoir poser des limites. Car sans limite, il n'y a pas d'ordre, et sans ordre, il n'y a pas de sérénité. Dire non avec calme et fermeté n'est pas rejeter l'autre, c'est se respecter soi-même. C'est comprendre que vous ne pouvez pas être partout, plaire à tout le monde, ni répondre à toutes les attentes sans vous vider en essayant. Les gens qui ont peur de perdre les autres en disant non finissent par se perdre eux-mêmes. Parfois, la culpabilité est ce qui nous retient le plus. Vous pensez que vous décevrez quelqu'un, que vous semblerez insensible ou que vous perdrez des opportunités. Mais la véritable perte se produit lorsque vous dites oui par peur. Personne ne peut vivre en paix s'il vit en cherchant à plaire. Dire non ne vous rend pas cruel, cela vous rend honnête. Et l'honnêteté est une forme de paix. Apprenez à le dire sans vous justifier. N'expliquez pas trop, ne décorez pas la réponse, ne vous excusez pas de vous prioriser. Le non est une phrase complète. Si vous devez justifier chaque limite, vous cherchez encore l'approbation. Pratiquez le silence après le non, c'est là que se forme la véritable force. Celui qui est offensé par vos limites, profitez probablement de votre manque de limites. Et celui qui vous apprécie vraiment comprendra votre décision sans avoir besoin d'arguments. Chaque non que vous prononcez avec sérénité vous rapproche de votre liberté. Ce n'est pas un rejet du monde, c'est une déclaration d'indépendance. C'est dire, je connais mes limites et je les respecte. C'est le début d'un esprit mature qui choisit la qualité sur la quantité, la clarté sur la confusion. Vous ne pouvez pas construire une vie pleine si vous continuez à accepter tout par peur de perdre quelque chose. Lorsque vous apprenez à dire non, vous réalisez que ce que vous perdez en le faisant n'était jamais essentiel. Commencez par le quotidien. Dites non aux conversations vides, aux engagements par obligation, aux distractions qui volent votre attention. Dites non à ce qui interrompt votre repos, à ce qui ne vous inspire pas, à ce qui éteint votre esprit. Chaque refus conscient ouvre de l'espace pour ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas de se fermer au monde, mais de s'ouvrir uniquement à ce qui vous renforce. Dire non avec calme est un acte de maîtrise émotionnelle. Il n'y a ni colère ni orgueil dans ce geste, il y a de la clarté. C'est l'équilibre entre la fermeté et la sérénité, entre le respect et le détachement. C'est savoir que prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité.
Alors, la prochaine fois que vous ressentez la pression de plaire, souvenez-vous de ceci. Chaque « oui » que vous donnez par obligation vous éloigne d'un pas de votre paix. N'ayez pas peur de perdre ceux qui s'éloignent à cause de vos limites, car ce qui se perd avec respect laisse de la place pour ce qui arrive avec vérité. Le non est une forme d'amour de soi, la plus silencieuse, la plus puissante. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. La plupart des gens basent leur vie sur un réseau d'excuses aussi mince qu'invisible, mais suffisamment résistant pour arrêter tout changement réel. Il y a une vérité inconfortable, personne ne viendra vous sauver de vos propres justifications. Il ne s'agit pas d'un manque de talent ou d'opportunité, mais de l'habitude de repousser ce que vous savez que vous devez faire. Derrière chaque excuse, il y a un coup psychologique qui s'accumule et avec le temps vous condamne à une version médiocre de ce que vous pourriez être. Ce n'est pas une question de hasard ou de circonstances adverses, c'est une décision quotidienne, silencieuse, souvent déguisée en bon sens ou en prudence, mais en réalité c'est de la peur dissimulée et une faiblesse de caractère. Marc Aurèle, qui a vécu entouré de problèmes qui feraient trembler n'importe lequel d'entre nous, ne s'est jamais permis ce luxe. Ces paroles traversent les siècles parce qu'elles ne sont pas théoriques, ce sont des mécanismes d'action. Soit un, dit-il, ne pense pas à l'être. La maîtrise commence là où l'excuse se termine. La force mentale ne vient pas de contrôler l'environnement, mais de se gouverner soi-même quand tout pousse dans la direction opposée. L'obstacle n'est pas un mur, c'est l'instruction qui vous montre où avancer. Si vous cherchez une formule magique ou une validation externe, vous ne la trouverez pas ici. Il n'y a de place que pour l'honnêteté brutale. Ce que vous n'affrontez pas aujourd'hui sera votre fardeau demain. Ce que vous ne faites pas par vertu, vous le paierez en discipline perdue. Il n'y a plus d'excuses, il ne reste plus qu'à agir. 1. Arrête de justifier ton inaction. La vérité est celle-ci, personne ne va faire le travail à ta place. Tu peux revoir 1000 fois tes arguments internes, tu peux préparer des discours pour justifier pourquoi aujourd'hui encore tu ne vas pas essayer, mais à la fin de la journée, ce qui compte, c'est ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. Observe un instant ton environnement, les papiers empilés, les messages sans réponse, les tâches en attente qui s'accumulent. Tu sens le poids sur tes épaules, pas seulement physique, mais quelque chose de plus profond, une pression silencieuse qui grandit avec chaque excuse que tu répètes. Tu regardes l'horloge, tu te promets que plus tard, que demain oui, que tu as besoin de conditions parfaites, que maintenant n'est pas le moment. Mais en réalité, ce que tu repousses n'est pas seulement une action concrète, c'est ta propre capacité à prendre le contrôle. Chaque justification que tu te donnes devient une couche supplémentaire d'anesthésie, un filtre qui déforme ta perception de ce que tu peux devenir. Rappelle-toi l'enseignement de Marc Aurèle, ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est un bonhomme. Sois-en un, ce n'est pas une phrase à encadrer et à admirer de loin, c'est un ordre. C'est le rappel impitoyable que tes pensées, tes plans et tes débats internes ne valent rien s'ils ne se traduisent pas en comportement. Observe ta journée, les petits gestes comptent, quand tu choisis de rester dans le confort, quand tu ajustes la chaise pour trouver la position exacte pour te sentir prêt, quand tu te répètes mentalement que tu ne sais pas encore assez ou que les circonstances ne sont pas idéales, au fond tu sais que tu te mens à toi-même. L'action réelle n'attend pas les validations d'autrui, ni les scénarios parfaits. L'action se produit quand tu décides de te lever de la chaise, de répondre à cet appel inconfortable, de terminer cette tâche, même si l'esprit proteste et le corps résiste. Derrière chaque excuse, il y a une négociation silencieuse avec toi-même, une bataille sourde où tu perds un peu de respect pour toi-même. Chaque fois que tu te justifies, tu acceptes de payer une dette émotionnelle qui grandit avec le temps.
Tu hypothèques ta confiance, tu perds la clarté sur qui tu es et ce dont tu es capable. Personne ne va te sauver de cette inertie, parce que personne d'autre ne vit avec les conséquences de tes décisions. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui, tu le payeras demain. Ce que tu repousses devient un mur que tu construis toi-même et dont tu te plains ensuite d'avoir devant toi. L'action n'est pas une récompense pour les jours de motivation, c'est une discipline quotidienne, inconfortable, rigoureuse. Sors de la négociation interne et commence à exécuter. Ne parle pas de vertu, pratique-la. Ne cherche pas d'excuses pour ne pas agir, cherche des raisons pour ne pas t'arrêter. Le temps que tu passes à justifier ton inaction est du temps qui te vole la vie et t'éloigne de ton potentiel. La seule façon de savoir qui tu peux devenir est d'arrêter de parler et de commencer à agir. Personne ne se souvient des intentions, seules les actions restent. L'action tue l'excuse. 2. Affronte tes excuses sans pitié. Tu marches dans la rue, portable à la main, en vérifiant des messages auxquels tu ne penses pas répondre. Au loin, une notification de ce projet en attente, tu l'ignores, tu préfères ouvrir n'importe quel réseau social, repousser l'engagement de quelques minutes de plus. Sans t'en rendre compte, tu choisis chaque jour de petites voies d'évasion, tu dis que tu n'as pas le temps, mais tu viens de passer 20 minutes à regarder des vidéos inutiles. Tu affirmes que tu ne te sens pas inspiré, mais en réalité, tu as décidé de ne pas affronter l'inconfort de commencer. C'est ici que les excuses déploient toute leur puissance. Elles n'arrivent pas comme de grands arguments, mais comme des mécanismes automatiques, des réponses immédiates qui justifient le manque d'action. Lorsque tu analyses le processus, tu vois qu'il ne s'agit pas d'une seule décision, mais d'une séquence, d'abord l'inconfort face à une tâche exigeante, puis l'esprit active le répertoire connu de justification, fatigue, manque de ressources, besoin d'attendre le moment parfait, et enfin le soulagement momentané, parce que tu as évité la friction. Mais ce soulagement est un piège, ce que tu économises en inconfort aujourd'hui, tu le paies en insatisfaction et en culpabilité demain. Si tu veux avancer, tu dois démonter ce cycle avec une brutalité honnête. Demande-toi vraiment, est-ce que ce que je dis est un obstacle réel, ou est-ce juste une porte que j'invente pour ne pas me pousser hors de ma zone de confort? La plupart du temps, les excuses ne sont rien de plus que des filtres qui déforment la perception de l'effort nécessaire. Tu leur donnes de l'autorité, et elles deviennent des règles internes qui dictent ton comportement. Le risque est clair, plus tu cèdes à cette logique, plus tu affaiblis ta capacité à agir face à la difficulté. Ce muscle mental qui devrait se renforcer avec l'utilisation, s'atrophie à chaque concession. Tu arrêtes de faire confiance à tes propres décisions parce que tu sais, même si tu ne le dis pas, que tu te trompes. L'auto-exigence s'endort et ce qui était une exception devient une habitude. Il n'y a pas d'excuse petite quand il s'agit de respect de soi. Chaque fois que tu l'acceptes, tu introduis une fracture dans ton caractère, une fissure qui sera plus difficile à réparer demain. L'enseignement de Marc Aurèle sur la maîtrise de l'esprit commence ici, dans la surveillance constante de ce que tu te dis pour éviter l'inconfort. Tu ne peux pas contrôler le trafic, l'économie ou l'humeur des autres, mais tu peux identifier quand ton esprit fabrique des histoires pour te protéger de la difficulté. Brise ce schéma avec détermination, l'excuse nourrit la faiblesse, l'action, la force. Si tu cèdes aujourd'hui, il sera plus facile de céder demain. Ne négocie pas avec ton esprit quand il s'agit de ce que tu dois faire. Fais-le, même si ça fait mal. Personne ne devient fort en justifiant sa faiblesse. 3. Fais maintenant ce que tu sais être juste. Fais ce que tu sais que tu dois faire, même si cela te met mal à l'aise ou te fait mal. Il n'y a pas de raccourci, pas de formule secrète. Si tu sais quel est le bon pas à faire et que tu refuses de le faire, tu ne mérites pas de te plaindre de tes résultats. Chaque fois que tu reconnais ce que tu dois faire et que tu le repousses, tu te trahis, c'est la vérité brute, sans fioriture. La différence entre avancer ou rester coincé ne réside pas dans le nombre d'obstacles, mais dans ta capacité à regarder en face la tâche inconfortable et à l'exécuter sans te laisser anesthésier par tes propres excuses. Tu n'es pas un spectateur impuissant face à la vie, tu n'es pas une victime de la difficulté.
Tu es le seul responsable de ce que tu fais et de ce que tu choisis de ne pas faire. Personne ne va te donner la permission d'agir avec intégrité. Personne ne va te récompenser pour te sentir mal et te donner une médaille pour tes bonnes intentions. Le respect de soi se construit avec des actes, pas avec de belles pensées. Souvent tu sais exactement ce qui est juste, mais tu préfères déguiser ta lâcheté en prudence, ta paresse en réflexion profonde, ta peur en analyse rationnelle. Tu perds du temps à analyser, à justifier, à imaginer des scénarios où tout est plus facile, mais la réalité est simple. La seule façon de grandir est de te pousser à faire ce qui est nécessaire juste quand tu en as le moins envie. Si tu t'habitues à ignorer cette voix intérieure qui t'indique le bon chemin, tu finis par perdre le contact avec ta propre boussole morale. Sans action, la clarté se dissout et ce qui était une décision évidente se transforme en un enchevêtrement de doutes fabriqués. Le caractère se forme dans l'inconfort, à cet instant précis où tu décides de ne plus négocier et d'agir, même si l'esprit proteste et que le corps cherche une sortie rapide. N'attends pas un moment idéal. Tu n'as pas besoin de te sentir inspiré, ni d'attendre le signal parfait. Le moment juste est maintenant, précisément parce qu'il est inconfortable. Les obstacles ne sont pas une raison pour t'arrêter, ils sont l'instruction de ce qu'il faut faire ensuite. Ce qui te retient aujourd'hui est exactement ce à quoi tu dois faire face. Si tu te permets de repousser l'évidence, tu t'habitues à vivre en dette avec toi-même. Et pendant que tu repousses, ta volonté s'érode, ta confiance se dissout, ton caractère s'affaiblit. Le prix de l'inaction est bien plus élevé que ce que tu veux admettre. Fais ce qui est juste maintenant. Ne cherche pas d'excuses, cherche des résultats. Action, pas justification. C'est la ligne qui sépare ceux qui avancent de ceux qui restent coincés dans leur propre discours. 4. Maîtrise ton esprit, non ton environnement. Je vais être honnête, je passe trop de temps à essayer de contrôler ce qui m'entoure. Parfois, je me surprends à calculer comment les gens devraient réagir, comment les circonstances devraient s'aligner, en espérant que tout soit plus simple, moins rugueux, plus en accord avec mes désirs. C'est un piège mental, pendant que j'essaie de corriger l'extérieur, j'abandonne la seule chose que je peux vraiment diriger, mon esprit. Il y a une partie de moi qui résiste à l'accepter, car il est inconfortable de se rendre à la réalité que le monde ne va pas se modeler à ma mesure. Mais c'est là que réside la racine de l'anxiété, de la frustration, de ce sentiment d'impuissance qui s'installe lorsque les choses ne se passent pas comme je l'espère. J'ai appris que chaque fois que je mets de l'énergie à vouloir modifier l'environnement, je détourne l'attention de la seule bataille pertinente, celle qui se passe à l'intérieur. C'est brutalement simple et en même temps insupportable à reconnaître. Quand j'insiste pour que les autres changent, que le climat s'améliore, que l'économie me favorise, je deviens otage de ce que je ne contrôle pas. C'est comme signer un contrat invisible où je cède ma paix et mon pouvoir aux circonstances. Je le sais, mais malgré tout, je tombe encore et encore dans le piège de penser « quand tout sera en ordre à l'extérieur, alors je serai bien ». C'est un mensonge confortable, une justification qui anesthésie la responsabilité de prendre en charge ce que je pense et comment je réagis. Le véritable contrôle n'est pas à l'extérieur, l'environnement ne se rend pas à mes attentes, l'esprit en revanche peut être entraîné. Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements, répète Marc Aurèle, c'est une sentence inconfortable, mais c'est le noyau de la véritable liberté. La force n'est pas de dominer l'extérieur, mais de se dominer soi-même face à l'extérieur. Je réalise que l'esprit fabrique des histoires pour me protéger de l'effort du changement. Il me dit que si j'ajuste quelque chose à l'extérieur, je me sentirai mieux à l'intérieur. Mais l'expérience me prouve le contraire. Quand j'accepte l'incertitude, quand j'assume que je ne peux pas contrôler ce que font les autres ou ce qui se passe, mais comment je le gère, c'est le moment où je retrouve la force. L'esprit est le seul terrain que je peux semer à volonté. Les pensées automatiques, plaintes, peurs, ressentiments sont des habitudes qui peuvent être démontées, mais seulement si je les observe sans me mentir. Il n'y a pas de raccourci, l'entraînement est quotidien, inconfortable, parfois désespérant. Mais chaque fois que je réussis à mettre de la distance entre l'impulsion de contrôler et la décision de me gouverner, je construis une réserve de force qui ne dépend de rien ni de personne.
L'environnement peut être adverse, injuste, chaotique. Cela ne changera jamais complètement. Ce qui peut changer, c'est la façon dont je fais face à cette adversité. C'est là que réside la différence entre se rendre et devenir fort. L'esprit est un muscle, il s'entraîne dans l'inconfort, dans le renoncement au contrôle externe, dans le choix conscient de comment interpréter la réalité. Ne cherche pas à ce que le monde s'adapte à tes désirs. Conquiers ton propre esprit. C'est là la victoire que personne ne peut te prendre. 5. Transforme l'obstacle en instruction. La scène est la suivante. Tu trébuches sur une pierre sur le trottoir, le coup dans le pied te fait grimacer, tu interromps ta marche, tu regardes la pierre, puis ta chaussure, et pendant un instant, la tentation de maudire la négligence d'autrui, la rue, la pierre, la journée surgit. Mais personne ne va enlever cet obstacle de ton chemin, ni soulager la douleur de ton pied. Tu es obligé de regarder la pierre non pas comme une menace, mais comme un signe. Le désagrément n'est pas une punition, c'est un message direct. Ajuste ton pas, affine ton attention, change de rythme si nécessaire. Il y a quelque chose de cru et de révélateur dans cet instant. La difficulté n'est pas là pour freiner le trajet, mais pour te montrer comment mieux marcher. Marc Aurèle le comprenait avec une précision chirurgicale. L'obstacle n'est pas la fin du voyage, c'est l'instruction précise sur ce qui suit. Ce qui bloque ton avancement est à la fois la carte et l'outil. Si tu t'arrêtes juste pour te plaindre, tu perds la leçon et répètes la maladresse encore et encore. Dans la routine réelle, les obstacles ne préviennent pas et n'arrivent pas enveloppés de raisons nobles, ils apparaissent comme des retards, des discussions imprévues, de la fatigue accumulée, des projets qui se bloquent en plein milieu de la journée. Il est facile de chercher des coupables, il est simple de penser que si cela n'était pas là, tout serait plus simple. Mais la pensée stoïcienne démonte ce piège, l'obstacle et l'instruction. Chaque fois que quelque chose te dérange, c'est là l'occasion de renforcer ton caractère, de t'entraîner à la patience, d'apprendre à t'adapter plutôt qu'à te briser. Ce n'est pas un discours de motivation bon marché, c'est un exercice d'observation brutale. Observe tes gestes quand quelque chose se complique. Tu tends les épaules, tu souffles, tu fronces les sourcils ou tu serres les dents. Ce sont des signes physiques d'un esprit qui rejette le désagrément et oublie que la croissance n'a lieu que dans la friction. Si tu te bats contre l'obstacle, tu multiplies seulement l'usure. Si tu l'utilises comme instruction, tu le transformes en maître. Le véritable progrès commence lorsque tu cesses de voir le problème uniquement comme une barrière et que tu le reconnais comme un message personnalisé de la vie, pointant précisément la compétence que tu dois encore entraîner. L'obstacle révèle le manque, la résistance montre le terrain à conquérir. Il n'y a pas de raccourci, la seule façon d'avancer est d'embrasser ce qui te dérange et de te demander, sans détour, ce que cette difficulté t'enseigne. Celui qui apprend à lire le message de l'obstacle transforme chaque coup en un investissement, chaque erreur en un guide. Ne fuis pas ce qui te dérange, c'est exactement ce à quoi tu dois faire face. Le problème est l'instruction. Le blocage est le maître. Si tu cherches la voie facile, tu ne trouves que du vide. Mais si tu utilises l'obstacle comme carte, tu grandis au-delà de ce que tu pensais possible. Ce qui t'arrête aujourd'hui est la matière première de ta force demain. 6. Agis, même si le moment n'est pas idéal. La réalité est la suivante. Si tu attends le moment parfait pour agir, tu ne bougeras jamais. L'idéal de conditions optimales est une illusion que ton esprit fabrique pour ne pas t'exposer au risque d'échouer, pour ne pas avoir à affronter l'inconfort de commencer, même quand rien ne semble être en ta faveur. Si tu analyses honnêtement le schéma, tu te rendras compte que le report de l'action se justifie toujours par des détails mineurs, la fatigue, le climat, l'humeur, l'agenda surchargé, l'attente d'un signe qui au fond tu sais qu'il n'arrivera jamais. C'est le piège le plus sophistiqué de la procrastination, il transforme l'attente en refuge, te permet de te sentir en sécurité pendant que la vie te glisse entre les doigts en préparatifs et excuses. Le coût de cette stratégie est invisible à court terme, mais brutal avec le temps. Chaque jour que tu repousses, tu renforces la croyance que tu ne peux pas avancer sans garantie, et cette croyance t'affaiblit. Celui qui attend les conditions idéales finit par être esclave de ses propres doutes.
L'esprit, quand tu ne le gères pas, se spécialise dans la fabrication de raisons pour ne pas agir. Analyse comment fonctionne ce mécanisme. D'abord, tu perçois une tâche inconfortable, puis surgit la sensation que ce n'est pas le bon moment, et derrière cette idée commence le défilé d'arguments rationnels qui légitiment l'inaction. C'est un processus automatique, si rapide que tu le remets rarement en question. Mais si tu l'observes de près, tu verras que la seule chose qui change vraiment lorsque tu décides d'agir au milieu de l'imperfection est ta propre marge de croissance. L'inconfort, la fatigue, le manque de ressources, l'incertitude, tout cela n'est pas un signal pour t'arrêter, mais le contexte naturel dans lequel le caractère s'entraîne. Personne ne construit la discipline dans le confort, personne ne renforce la volonté sur un terrain facile. Attendre le moment idéal est une forme d'auto-sabotage élégant, un masque rationnel qui cache la résistance au changement. Les décisions importantes arrivent rarement revêtues de certitude ou de motivation. Ce qui fait la différence n'est pas l'inspiration, mais la capacité à te pousser en avant quand rien ne semble aligné. C'est là que se définit qui avance et qui reste coincé dans son propre discours. La vie ne va pas se mettre en pause pour que tu finisses de mettre de l'ordre dans tes pensées ou pour que les circonstances s'adaptent à ton agenda. Les véritables opportunités se cachent derrière les désagréments, les doutes et la peur de t'exposer. L'action n'attend pas la permission de l'environnement, c'est la ligne qui sépare l'intention du véritable changement. Si tu as besoin de garanties pour agir, tu ne fais que repousser la version de toi qui aurait pu émerger de la difficulté. Le résultat est clair, chaque fois que tu te forces à faire le pas, même au milieu du désordre et du manque d'envie, tu renforces la confiance en ta propre capacité à répondre à la vie. L'excellence ne se construit pas dans des conditions parfaites, mais dans la pratique consciente d'agir dans l'inconfort. Ne cherche pas d'excuses, cherche comment commencer. Le moment idéal est un mythe. Choisis d'avancer, même si l'environnement ne coopère pas. La discipline s'entraîne dans l'adversité. 7. Assume la responsabilité sans raccourci. Tu te lèves tard, déjà à la limite du temps, et la première chose que tu fais est de regarder ton portable à la recherche de signes que la journée n'a pas encore besoin de toi. Les obligations sont déjà là, empilées dans ta boîte de réception, les vêtements non pliés, le café froid sur la table, mais ton premier réflexe est de chercher comment éviter la responsabilité. La pensée est automatique, il ne se passe rien si je commence 5 minutes plus tard, aujourd'hui je ne suis pas à 100%, j'ai le droit de reporter. Tu te trompes, personne ne te demande rien à haute voix, mais ta vie attend des réponses que seul toi peux donner. C'est là que tu commences à fabriquer des raccourcis mentaux, tu crois que tu peux te diviser, accomplir à moitié, esquiver l'exigence de t'engager vraiment. Mais chaque fois que tu choisis la voie facile, chaque fois que tu essaies de sauter l'inconfort ou de chercher une excuse acceptable, tu signes l'acte de lâcheté. La responsabilité n'est pas négociable ni partageable, tu l'assumes entièrement ou tu te noies dans la médiocrité d'une vie vécue à moitié. Il n'y a rien de plus dangereux que le sentiment que tu peux reporter les conséquences de tes décisions. Tu t'accroches à la fausse idée que si personne ne te voit, cela ne compte pas, que si tu trouves une justification élégante, il n'y aura pas de coût interne. Mais le prix se paie quand même, tu le paies en respect de soi, en confiance, en cette voix intérieure qui sait quand tu fuis ce qui te revient. L'auto-tromperie est un poison lent. Un jour tu t'excuses parce que l'environnement n'aide pas, le lendemain parce que ce n'est pas le moment, et quand tu t'en rends compte, tu as construit une identité basée sur la fuite. Il n'y a pas de formule secrète, il n'y a pas de mentor qui résolve ton manque de courage. La vie exige une présence totale, pas des simulacres. La responsabilité est de tout porter, même quand personne n'applaudit, même quand l'inconfort est insupportable. Personne ne peut faire ce travail pour toi, personne ne va nettoyer le désordre de tes choix. La tentation de chercher des raccourcis est universelle, mais seuls les médiocres en font une règle. Assumer la responsabilité est inconfortable, et c'est pourquoi la plupart se cachent derrière des excuses, des rôles, des masques sociaux. Mais la vérité est brutale, si tu ne fais pas face à ce qui te revient, tu paies avec des fragments de ta force. Le caractère s'use à chaque concession, à chaque fois que tu choisis l'explication facile au lieu de l'effort réel. Tu ne peux pas déléguer ta vie, tu ne peux pas externaliser ton intégrité. Ce que tu n'assumes pas aujourd'hui, tu le portes demain avec intérêt.
La différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent est la suivante. Les premiers assument la totalité de leur poids, sans anesthésie, sans demander de compassion. Les seconds passent des années à justifier pourquoi ils n'ont pas encore vraiment commencé. Il n'y a pas de filet de sécurité, seulement la décision de porter tes actes et d'apprendre de l'erreur sans chercher de coupable. Si tu cherches des raccourcis, tu ne récoltes que de la faiblesse. Si tu fais face, même si ça fait mal, tu découvres de quoi tu es fait. La ligne iconique est celle-ci, assume tout, ne partage pas les blâmes. Sans excuses, sans raccourcis, sans négociation interne. 8. Choisis la cohérence plutôt que le confort. La cohérence fait mal, mais l'incohérence te détruit de l'intérieur. Il n'y a pas de véritable soulagement à choisir le confort lorsque tu sais, avec une clarté qui ne peut être déguisée, que tu trahis ce que tu penses ou dis que tu valorises. Le conflit n'est pas externe. Il s'installe dans l'esprit chaque fois que tu justifies une petite contradiction, chaque fois que tu choisis le plaisir momentané d'éviter l'effort, même en sachant que cela t'éloigne de la personne que tu voulais être. Personne n'a besoin de t'expliquer ce qu'est la cohérence. Tu la ressens comme une pression interne, un inconfort qui ne disparaît pas, peu importe combien tu l'ignores ou le déguises avec des excuses élaborées. Il y a un mécanisme implacable qui s'active en arrière-plan lorsque tu fais le contraire de ce que tu considères comme correct. L'esprit ne se tait pas. Commence le dialogue privé de la culpabilité, le dialogue silencieux de l'auto-tromperie, le poids invisible qui s'accumule et qui ensuite te vole la paix, le respect de toi-même, même le sommeil. Ce n'est pas une erreur occasionnelle, c'est une dynamique. Chaque fois que tu choisis le confort plutôt que la cohérence, tu renforces l'habitude de fuir ton propre intégrité. L'auto-tromperie peut te protéger de la douleur immédiate, mais elle te facture avec intérêt, elle fragmente ton identité, affaiblit ta confiance et érode ta capacité à croire en toi-même. À quoi sert-il de convaincre les autres si tu te sens endetté envers toi-même? L'incohérence est une fracture que personne ne voit, mais tu la traînes dans chaque décision, tu la portes comme un fardeau dans ton caractère, elle devient un filtre qui déforme comment tu interprètes tes succès et tes échecs. Le seul jugement qui compte vraiment est celui que tu fais en silence, lorsque tu fermes les yeux et revises la journée. Il n'y a pas de témoin là, seulement le solde entre ce que tu savais que tu devais faire et ce que tu as finalement fait. La cohérence n'est pas un ornement moral, c'est le fondement de ta force. Ce n'est pas facile, et ça ne le sera jamais. L'esprit est habile pour négocier, pour adoucir le poids de l'incohérence avec des raisonnements astucieux. Ce n'était pas le moment. Personne ne le saura. Cette fois-ci, ce n'est pas grave. Mais chaque concession est une petite défaite qui s'accumule. Le prix du confort est la perte de ton propre respect, et c'est le seul capital que tu ne peux jamais te permettre de dépenser. Ne te demande pas pourquoi tu te sens vide ou déconnecté de tes objectifs. Si tu insistes pour échouer dans l'essentiel, aligner ce que tu penses, dis et fais. La cohérence ne t'applaudit pas, mais elle te permet de marcher droit, sans dette interne. Ce qui est confortable passe, ce qui est cohérent reste. La discipline de choisir ce qui est correct, même lorsque personne ne regarde, est le véritable exercice du pouvoir personnel. Cohérence ou confort. Choisis, car cette décision définit de quoi tu es fait. 9. La vertu exige une discipline quotidienne. Il y a des jours où je me surprends à observer mes propres mains, cherchant un signe tangible de progrès, espérant quelque chose qui m'indique que l'effort quotidien construit quelque chose de réel. Mais la plupart du temps, tout ce que je trouve est ce malaise persistant de savoir que, malgré tout ce que je pense ou planifie, le véritable test est ce que je fais quand personne ne regarde. Je l'admets, je suis tenté de chercher un raccourci. Je me surprends à reporter ce qui est nécessaire, à justifier un repos supplémentaire, à céder à la paresse du moment, avec l'argument que j'en ai assez fait. Mais là, dans cette seconde d'auto-indulgence, le malaise refait surface, la certitude que la vertu, ce que j'admire chez les autres, ce que je proclame vouloir pour moi, ne s'installe pas toute seule. La vertu n'est pas un éclair, c'est un choix qui se répète aux petites heures, dans les moindres détails, dans la routine qui semble insignifiante et qui pourtant façonne tout ce que je suis. Je te le dis avec une clarté absolue, la discipline n'a pas de glamour.
Il n'y a pas de musique de fond, ni de reconnaissance immédiate, ni de récompense instantanée. C'est se lever du lit quand le corps est encore lourd, c'est s'asseoir pour écrire même si l'esprit proteste. C'est maintenir un geste de respect quand l'irritation pointe dans la mâchoire tendue. La vertu en pratique ressemble plus à une succession de petits renoncements, renoncer à la plainte facile, à la réaction automatique, au désir d'abandonner quand la fatigue se fait sentir. Chaque matin, l'esprit offre des excuses bien argumentées pour éviter l'effort, pour esquiver l'inconfort. Mais la discipline quotidienne consiste à reconnaître ces excuses et à les traverser, une par une comme celui qui traverse un long couloir sombre, sachant qu'à la fin il n'y a pas d'applaudissements, seulement la tranquillité discrète d'avoir fait ce qu'il fallait. La ligne iconique est celle-ci, personne ne verra tes efforts, mais tu porteras le résultat. La scène est aussi simple que brutale, une boîte de réception saturée, la précipitation dans les gestes, le corps courbé sur l'écran, l'impulsion de repousser à plus tard ce qui dérange maintenant. Tu prends une grande respiration, tu restes immobile et tu décides de ne pas te lever jusqu'à ce que tu aies terminé cette tâche. Il n'y a pas d'épopée dans ce geste, mais là, juste là, le caractère se forme. Le muscle de la vertu ne grandit pas dans l'exception, mais dans la répétition. Chaque fois que tu choisis l'action correcte face à la tentation de la facilité, tu investis dans une réserve de force que personne ne peut te prendre. N'attends pas que les autres reconnaissent ton effort, ni que le monde applaudisse ta cohérence. La discipline est silencieuse, mais son absence crie dans tes résultats. La vertu exige une discipline quotidienne. Elle n'est pas confortable, elle n'est pas rapide, elle n'est pas populaire. Mais c'est le seul chemin qui garantit le respect de soi et la paix de l'esprit. Si tu cherches des raccourcis, tu ne trouves que du vide. Si tu choisis la constance inconfortable, tu construis la force qui te soutiendra plus tard. Il n'y a pas d'autre secret. Fais ce qui est juste, même quand personne ne le voit. La discipline est la forme la plus pure de liberté. 10. Ta force provient de l'action constante. Une machine sans arrêt, c'est ta vie quand tu la regardes avec honnêteté. Chaque engrenage est une action, un geste, une décision qui peut sembler minime, mais qui, ajoutée aux autres, définit le cours complet du mécanisme. Si l'un de ces engrenages s'arrête, le reste commence à le ressentir, la tension augmente, il y a des grincements, l'inertie devient un frein. C'est ainsi que fonctionne la force personnelle, non pas comme une étincelle occasionnelle, mais comme le résultat direct de la constance appliquée à chaque partie de la journée. Lorsque tu t'arrêtes pour analyser comment la véritable force émerge, la carte est claire. Il ne s'agit pas d'un grand acte héroïque, ni d'une motivation soudaine, mais de l'accumulation délibérée de petites actions, inconfortables répétées. Chaque fois que tu répètes le bon mouvement, même s'il est insignifiant, tu renforces le mécanisme interne qui transforme l'effort en habitude et l'habitude en caractère. L'erreur la plus courante est de penser que la force est une ressource avec laquelle on est ou qui dépend d'un état d'esprit favorable. Ce mythe se démonte lorsque tu observes le processus réel, la force n'apparaît pas, elle se fabrique. Et le processus de fabrication est à la fois brutalement simple et exigeant. Tu choisis de bouger quand tu préférerais rester immobile, tu choisis de faire face à ce qui te dérange, tu choisis d'avancer quand le corps et l'esprit supplient pour une pause facile. Chaque fois que tu prends cette décision, aussi petite soit-elle, tu diminues le pouvoir de la résistance interne. Il n'y a pas de magie dans la discipline, seulement la répétition consciente de l'action correcte. Si tu laisses l'excuse interrompre le cycle, le mécanisme s'oxyde. Si tu assumes le coût de l'inconfort et le traverses, l'engrenage tourne plus facilement la prochaine fois. Analyse la séquence. D'abord surgit le désir d'éviter l'effort. Ensuite, l'esprit argumente, cherche une explication convaincante pour arrêter. Si tu cèdes, tu renforces la faiblesse et la prochaine décision devient plus difficile. Si tu agis, même si tu ne le veux pas, tu renforces la confiance en ta capacité à répondre. La constance n'est pas une vertu décorative, c'est la stratégie la plus efficace pour éliminer la marge de doute. Quand tu sais que quoi qu'il arrive, tu vas agir, l'anxiété diminue et l'estime de soi se consolide. La véritable liberté réside dans cette prévisibilité interne. Tu peux avoir confiance en toi,
parce que tu as la preuve que tu ne te trahis pas quand la fatigue ou la tentation du raccourci arrive. N'attends pas de te sentir fort pour agir, agis, et la force apparaîtra en conséquence. L'action constante est le seul véritable générateur de pouvoir personnel. Si tu te demandes d'où vient la résilience, la réponse est simple: de la somme des moments inconfortables où tu n'as pas cédé. Il n'y a pas de raccourci, pas d'exception, la force est la récompense de la constance. Ligne emblématique, l'action répétée est le seul muscle qui ne s'épuise pas. Si tu veux avoir le contrôle sur ta vie, fais de l'action ton habitude la plus non négociable. Ce que tu fais chaque jour, même sans envie, c'est ce qui te définit. La constance n'est pas une punition, c'est la liberté à l'état pur. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran, kultiviere weiterhin deinen stoischen Geist.